J'ai le plaisir d'inaugurer la session focus sur les troubles du sommeil à La Réunion. Je voulais d'abord, avant de commencer, remercier les organisateurs du sommeil pour déjà m'avoir invité, et puis surtout d'avoir fait l'effort d'organiser le congrès ici à La Réunion, parce que La Réunion, justement, c'est une île à risque et sensible justement à tous les troubles du sommeil du fait de sa large population et surtout avec ses nombreuses comorbidités, comme le surpoids, comme on va le voir dans la présentation. Normalement, je devais dire que ça intéressait beaucoup de gens. J'attendais beaucoup de monde, notamment chez les généralistes, qui commençaient à être beaucoup sensibilisés sur le sujet et qui s'étaient de plus en plus lancés là-dedans avec la validation des DPC sommeil. Bon, là, je pense qu'il y a eu des problèmes d'agenda. J'espère que c'est qu'un problème d'agenda. Moi, personnellement, donc, je suis le docteur Nicolas Chalut, je suis ORL en libéral. Moi, mon expérience dans le sommeil est plutôt récente. Je suis, je pense, le plus récent de tous ceux qui font du sommeil en ORL. Mais en tout cas, c'est un sujet qui est passionnant. Et quand on m'a proposé de faire le sujet, j'ai évidemment accepté, puisque faire le versant, en tout cas, des techniques, le versant de l'évaluation de la technique PPC du point de vue des techniciens, c'était très enrichissant, puisque finalement les patients sont souvent plus bavards avec eux qu'avec nous, ça on s'en rend compte, ou avec les généralistes. Donc moi en tout cas, ça m'a beaucoup passionné les résultats que j'ai eus. Alors, on va commencer. D'ailleurs, je remercie les techniciens qui ont bien voulu me répondre. Merci à vous. Donc, on va commencer donc un plan assez classique. Alors pour les non-réunionnais, je voulais faire 2 diapos quand même de présentation pour poser un peu le décor. Je vous parlerai du questionnaire que j'ai remis aux différents techniciens. On parlera donc des principaux résultats, de la discussion qu'on peut en dégager, et puis on conclura par les messages principaux qu'on pourra dégager là-dessus. Donc rapidement, donc la Réunion, c'est bien dans l'océan Indien et pas entre la Martinique et la Guadeloupe. D'accord ? Comme beaucoup l'imaginent. Donc on est en zone intertropicale, ce qui veut dire qu'on est soumis à un climat subtropical, donc caractérisé par 2 saisons principales, l'été et l'hiver austral. Donc là, vous l'avez remarqué, il fait extrêmement chaud, on rentre dans l'été. Donc caractérisé par une forte sécheresse, un taux d'humidité assez élevé. La saison cyclonique va également commencer d'ici peu de temps, et qui s'étend en général de janvier à mars. Au niveau des reliefs, donc on a pas mal de reliefs montagneux, ce qui fait que finalement il y a beaucoup de microclimats à La Réunion. C'est pas un climat homogène qu'on pourrait s'y attendre, mais finalement plein de climats. On va avoir froid dans les hauts, dans les hauteurs, et puis dans les zones littorales, ce qu'on appelle les bas, il va faire extrêmement chaud. Dans l'est de La Réunion, c'est caractérisé par une forte pluviométrie, donc effectivement l'humidité sera plus importante là-bas, et dans l'est aussi un petit peu. Donc voilà, c'est vraiment un microclimat, et des fois on peut se demander si ça va avoir un impact justement sur les réglages, par exemple, des PPC. Au niveau de la santé à La Réunion, donc je voulais attirer votre attention sur le fait qu'on est extrêmement nombreux à La Réunion, population jeune. D'ici 2030, je pense qu'on sera 1 million. Sur les dernières données, donc 868 000 habitants au 1er janvier, pardon. Ce qui est souligné en rouge, c'est qu'il y a une forte prévalence de l'obésité et du surpoids. Donc, d'après les dernières données en 2019, c'était 45% des Réunionnais en surpoids, ce qui est énorme. Donc, on imagine bien ce que ça traduit en termes de troubles potentiels du sommeil. Donc, c'est vrai que s'il y a bien un endroit où il faut dépister, c'est bien ici. De nombreuses autres comorbidités comme le diabète, les dyslipidémies, voilà, les troubles cardiovasculaires en général, le diabète évidemment, puisque 10% de la population est diabétique, dont évidemment 95% de type 2. Bon, après on va passer les régimes, hein. Mais beaucoup effectivement de CMI, quand on compare par exemple la proportion métropole de 8% et 35% à La Réunion. Venons-en au sujet. Donc, le questionnaire a été remis aux différents techniciens par Internet. Leur réponse a été évidemment anonymisée. Ça étudiait principalement donc les patients, essayer de relever un peu quel type de patient on avait en face de nous, d'évaluer aussi le niveau de formation des techniciens, d'où ils venaient, quelle était leur expérience, leur ancienneté, quels étaient les types de syndromes d'apnée majoritairement appareillés, le type de machine éventuellement, les causes d'échec d'appareillage qui sont propres éventuellement à La Réunion,
Et puis, donc, les particularités liées au climat ou à l'environnement, est-ce qu'on pouvait dégager des choses par rapport au climat et à l'humidité? Est-ce qu'il y avait des liens éventuels? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Et puis, donc, le gros sujet, évidemment, c'est la problématique de réseau de soins, bon, qui est problématique, évidemment, en métropole, mais particulièrement ici, comme on le verra. Donc, les premiers résultats, donc, j'ai recensé à peu près une dizaine de prestataires, j'en ai probablement oublié un ou deux. 6 prestataires ont bien voulu me répondre. Alors c'est toujours laborieux de courir après. Ce qui me faisait un total de 46 réponses, où là-dessus j'ai pu élaborer quelques points de discussion. En gros, par prestataire, il y a à peu près 5 techniciens spécialement dédiés pour le sommeil, dont une dizaine pour les plus anciens et les plus gros, et 4 pour les plus récents, les plus petites structures. L'ancienneté est globalement bonne, 7 ans, ça fait avec 26 ans pour les plus anciens, donc il y a quand même des gens qui sont bien formés et expérimentés, en tout cas à la pratique de la mise en place des PPC, en tout cas la gestion de tous les problèmes liés au masque, etc., l'humidité, tous les circuits qu'on peut mettre en place. La formation des techniciens, alors ils viennent tous d'horizons divers et variés, mais en tout cas ils ont tous suivi globalement des formations internes via les prestataires, et aussi via, par exemple, par des médecins qui venaient les former au sujet. Aucun, ou quasiment aucun, n'avait d'expérience en métropole, donc ça va être dur de juger, justement, de comparer les deux, d'établir des points de comparaison. Et par contre, tous sont bilingues, et ça, c'est indispensable, puisque la majorité des patients ici parlent créole, et des fois, c'est dur de leur parler français uniquement. Donc les chiffres, j'aurais surtout des fourchettes, j'ai pas vraiment de chiffres précis dans ce qui m'a été communiqué, mais en tout cas les 4 secteurs géographiques ont été évalués, également les secteurs hospitaliers et libéraux. Quand on demandait aux prestataires d'évaluer un petit peu le niveau socio-économique des patients, alors c'était évidemment pas basé sur des revenus, mais sur globalement l'environnement et l'état de salubrité des habitats, parce que ça peut évidemment jouer, le taux d'humidité peut être impactant sur la VPC. C'était globalement moyen, donc une grosse proportion de moyens, 70%, et pauvre dans 20%. Donc ça fait quand même un habitat assez propice à l'humidité et potentiellement aux échecs. Et le niveau de compréhension du dispositif était assez moyen aussi, et pauvre dans 35%. Donc pareil, un dispositif qui est moyennement compris. C'est un peu ça ce qu'il faut retenir de ces chiffres. Et pareil, au niveau de l'entretien du matériel, c'est pas les premiers de la classe, plutôt pauvre, avec l'état des interfaces plutôt moyennes, peu d'entretien avec des machines qui se détériorent vite ou qui sont laissées un peu des fois dans le coin de la chambre, et qui est un peu laissé à disposition des fourmis et des margouilleurs. La répartition, et c'est un problème parce que des fois on peut changer la machine à cause de ça. La répartition des prescriptions, donc c'est essentiellement du libéral, 70%, en hospitalier 30%, et 80% des pneumologues en système hospitalier, c'est évidemment eux qui gèrent les labos de sommeil, donc ça explique cette forte proportion. On voit des pneumologues et des cardiologues normalement, et des pédiatres aussi, mais par contre pas d'ORL, à mon grand désarroi. Alors soit ils font pas partie, j'ai pas eu de bonne réponse, soit c'est des prestataires qui m'ont pas répondu, c'est eux qui les équipent, ou à mon avis c'est surtout un sujet qui les malheureusement passionne pas, ou ils ont pas le temps de s'en occuper, et qui est plutôt délégué à l'assistant. Et l'assistant, quand il part au bout de 2 ans, l'activité disparaît également. Et finalement, on retrouve les ORL plutôt en libéral. Les ORL reviennent à 15%, toujours les pneumologues en première position. Les médecins généralistes qui émergent, et à mon avis qui seront beaucoup plus nombreux dans les mois à venir, en tout cas à la Réunion. Comme je l'ai dit, il y en a pas mal qui ont validé leur DPC sommeil. Et puis donc les neurologues à 5%, et les autres, donc c'est pédiatres, endocrinologues, puisqu'on a une clinique de l'obésité qui aussi fait du dépistage systématique de sommeil. Bon, tout type on retrouve les classiques types obstructifs et centraux, et évidemment dans la plus grande majorité les obstructifs. En termes d'appareillage, on n'est pas limité dans les machines, tous les Resmed, les Lowenstein et les Philips, etc. Et puis les interfaces classiques, masque nasobuccal, nasal, facial, les mentonnières. Il n'y a pas du tout de problème d'approvisionnement là-dessus. Le mode autopiloté est
est largement plébiscité, alors du fait probablement de sa souplesse et de sa simplicité, mais évidemment avec tous les inconvénients que ça peut engendrer. Enfin, ça va pas être le débat de choisir entre l'autopiloté et la fixe, mais évidemment, chacun a ses avantages et ses inconvénients. Et puis les 3% hautes, c'est la servoventilation, les 2 niveaux de pression, la VNI et autres. Donc les causes d'échec d'appareillage qui ont été le plus souvent citées, alors c'est pas parce que je suis ORL qui m'ont sorti ça, mais vraiment c'est une vraie source d'échec, et on le verra aussi pourquoi, on le verra tout à l'heure dans la discussion. Mais bon, c'est assez classique. Les mauvais diagnostics, c'est ce qui m'a été rapporté. Alors, est-ce que c'est des mauvais réglages ou est-ce que c'est un mauvais diagnostic? Ça, j'ai pas la réponse sur ce qui m'a été remis, mais ça, évidemment, c'est ça qu'il faut évoquer en premier. La mauvaise compréhension du système. Alors, est-ce que c'est le médecin qui a mal expliqué l'intérêt? Et ça aussi, c'est quelque chose qui revient souvent. C'est souvent le médecin n'a pas été assez convaincant, on va dire, ou en tout cas n'a pas su expliquer en quoi c'était vraiment urgent de se faire appareiller et qu'est-ce qu'il risquait s'il ne le faisait pas. Et ça, c'est vraiment revenu souvent. Donc mauvais investissement, on l'a vu. Non prise en compte des plaintes du patient, donc type aérophagie, brûlure oculaire quand il y a des fuites. Ça, c'était souvent pas pris en compte. Et pareil, on le verra tout à l'heure dans la discussion, il faut vraiment un travail en coopération justement pour limiter ces causes d'échec d'appareillage. En 6e position, donc c'était la mauvaise évidemment image de soi que ça renvoyait. Donc souvent le petit jeune de 30 ans qui a une machine, il la cache bien au fond de son placard quand il a une nouvelle copine, et puis c'est terminé. Et à l'inverse, quand on est tout seul, aussi il y a très peu de motivation pour garder l'appareillage. Donc ça aussi c'est un problème. Et on verra aussi ce qu'on peut faire pour essayer de limiter ces causes d'échec. Et vraiment, en dernier ressort, l'influence des réseaux sociaux, évidemment, ça touche tous les sujets de la médecine, mais effectivement, on trouve toujours des histoires de chasse qui vont vous décourager de la PPC, ce qui est évidemment une bêtise pas possible. Par rapport au climat, donc du fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, des microclimats, il n'y a finalement pas de choses particulières en termes d'adaptation de traitement. En tout cas, il n'y a pas de réglage spécifique notable. C'est surtout au moment des intersaisons, donc comme actuellement, où on passe d'une saison froide à une saison chaude, où là les patients vont être un petit peu gênés, donc c'est là où il faut être un petit peu attentif sur les potentielles causes d'échec. On constate donc des problèmes d'usure du fait de l'humidité. Alors c'est surtout pour les patients non observants, où je vous dis, ils laissent plutôt les machines au fond de leur chambre et ils la délaissent complètement, et souvent du fait des problèmes liés aussi aux nuisibles, et alors essentiellement les fourmis, on peut se retrouver avec du matériel complètement dégradé, et visiblement, il y a pas mal de machines qui sont souvent inutilisables ou complètement mortes à cause de ce problème-là. Alors, fourmis ou cafards. Concernant la période cyclonique, alors ils n'ont pas de protocole particulier. Ça concernera plutôt les patients sous oxygène, qui sont oxygène dépendants ou sous VNI. Concernant les résultats liés aux problématiques de réseau, tous les prestataires, on va dire, l'ont remarqué. Alors ça, c'est pas un scoop. Et donc, ça va être l'objet d'une diapositive et d'une table ronde d'ailleurs tout à l'heure, parce que c'est vraiment un problème majeur. Et c'est souvent eux d'ailleurs, les prestataires, enfin les techniciens, qui font finalement le lien entre les différents spécialistes, en disant peut-être ce serait bien d'aller voir l'ORL, parce que là, je pense qu'il y a un truc qui va pas. Et effectivement, souvent, ils ont raison. Donc pour revenir sur les chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure, donc les données épidémiologiques sont évidemment identiques entre la métropole et la Réunion, beaucoup d'obstructifs. Du fait de la présence notamment du surpoids, on a de nombreux prestataires sur l'île. Il y en a à peu près un ou deux chaque année qui viennent, parce qu'ils ont bien compris l'enjeu qu'il y avait. Alors eux ont bien compris, j'espère que les médecins aussi vont bien le comprendre. Il y a probablement beaucoup de gens sous-diagnostiqués pour les pathologies du sommeil. Alors j'avais marqué prise de conscience des médecins réunionnais face à l'épidémie. Bon, ça se traduit pas vraiment dans la présence aujourd'hui, mais j'espère qu'il y aura d'autres sessions. Je voulais insister sur le rôle des généralistes, parce que finalement, c'est eux qui vont être les pivots de la prise en charge. Parce que comme j'ai entouré sur les dernières données Statis, on voit que c'est finalement eux les plus présents à la Réunion en termes de densité de médecins, alors que finalement les spécialistes sont sous-représentés. Donc s'il y a bien quelqu'un sur qui s'appuyer,
c'est le généraliste ici. Et souvent, le patient réunionnais va assez facilement voir son médecin traitant pour lui demander conseil pour tout et n'importe quoi souvent, mais ce serait bien aussi qu'il vienne le voir là-dessus. Donc le rôle du médecin généraliste, c'est évidemment dans l'éducation, dans le renforcement, dans l'orientation éventuellement, que le patient ne perde pas son temps sur un trouble du sommeil qui n'a pas besoin évidemment de polygraphie, mais peut-être directement orienté vers un neurologue. Donc ça, ce serait vraiment intéressant d'impliquer beaucoup plus les généralistes et de les sensibiliser, en tout cas à la réunion. Concernant le climat, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, le microclimat a peu finalement d'importance. L'isolement géographique, j'ai pas parlé de la présence des cirques, parce qu'il y a des patients qui sont suivis aussi pour les troubles du sommeil dans les cirques, mais c'est finalement pas une cause d'échec ou de difficulté d'appareillage, puisque les transports sont assez régulés par hélicoptère, ils ont toujours de la famille dans le coin, au bord des zones côtières, donc c'est vraiment pas un souci. Et puis le rôle du télésuivi facilite les choses. Alors évidemment, le réseau passe pas partout dans les cirques, mais en tout cas, ils peuvent se déplacer pour que leur machine soit reconnue, et on peut éventuellement piloter et faire à distance. Le rôle de l'expérience des techniciens est important. Alors on l'a vu tout à l'heure, ils sont quand même relativement expérimentés, donc je pense qu'il faut vraiment s'appuyer sur eux aussi. Il y en a quand même qui ont une vraie expérience. Alors moi qui suis assez jeune là-dedans, souvent j'ai des bons conseils de leur part, des choses à lesquelles je ne penserais pas, et souvent des retours par leur biais, parce que les patients n'osent pas le dire, je ne sais pas pourquoi ils ont peur comme ça, mais ils n'osent pas évoquer tel ou tel problème, et souvent on arrive à régler beaucoup de soucis par leur intermédiaire. Donc il faut vraiment prendre en compte ce qu'ils ont à dire, ça c'est enfoncer une porte ouverte, mais des fois c'est pas respecté. Par rapport au protocole cyclone, il y en a pas, parce qu'effectivement c'est pas un dispositif d'urgence, hein, les patients vont pas mourir s'ils l'ont pas pendant 2 jours. Mais donc ça s'applique plus aux patients oxygène, et ça ils ont tous leur protocole, où ils ont toute leur liste de patients dépendants, enfin oxygénodépendants, pardon, et ils savent à peu près globalement qui est au bout de la bouteille, donc ils peuvent assez facilement les recharger. Donc cette diapositive, je vais peut-être plus la garder pour la table ronde, mais effectivement aussi on constate des réseaux absolument pas coordonnés, où chacun un peu travaille dans son coin. C'est ça qui... Alors, la présentation de mon collègue du docteur Alassaf devait un peu faire état des lieux de ces pratiques. Bon, malheureusement, ça se fera pas, mais en tout cas, ce qui serait vraiment intéressant, c'est vraiment, comme c'est un peu une discipline un peu émergente à La Réunion, ce serait bien de commencer, de bien former les choses par des réseaux coordonnés. Alors, par région, par secteur plutôt, par secteur ouest, secteur sud, secteur nord, par exemple. Évidemment, améliorer le lien hôpital libéral, parce que c'est toujours compliqué de demander une polysomnographie, c'est comme en métropole, hein, on a des délais qui sont pas cohérents, hein, 12 mois pour... encore, c'est pour les plus rapides, où il faut connaître le pneumologue. Hein. Et donc, bonjour pour ceux qui les connaissent. Donc, ce serait bien de développer des réseaux, en tout cas à La Réunion, sur les modèles des réseaux Morphée et Hypnose. Enfin, pour ceux qui connaissent, c'est vraiment des choses qui sont très bien faites. Vous pouvez aller sur leur site internet, c'est extrêmement bien fait, très informatif pour les patients et pour les médecins. Donc voilà, où globalement, j'aimerais que le généraliste ici à La Réunion soit au centre de la boucle finalement, et que finalement le pneumologue et l'ORL soient finalement rayonnent, tournent autour, et qu'on travaille tous un peu dans le même sens. Des créations, donc RCP du sommeil, ça pourrait être intéressant, mais il y a tellement d'autres choses à améliorer avant, peut-être. Et puis donc, la perspective de l'apport du Ségur numérique, quand il y aurait, si ça marche, la mise en place en tout cas, avec la mise en place du dossier médical partagé, est-ce que ça améliorera peut-être l'échange d'informations? Ça, bon, on le verra, mais en tout cas, ça pourrait être des pistes pour améliorer, en tout cas, et éliminer, en tout cas, les causes d'échec d'appareillage assez simples, qu'on a vu tout à l'heure. Donc là, grosso modo, la conclusion de ces données qui m'ont été rapportées, c'est qu'il y a un secteur libéral assez dynamique, mais qui mériterait évidemment de s'appuyer sur le lecteur hospitalier. Il y a une importante population et probablement sous-diagnostiquée avec de nombreuses comorbidités. Donc là, le rôle du généraliste est important. Alors, rôle comme on l'a vu tout à l'heure, du soutien psychologique, de dépister aussi les sources d'échecs comme les fuites, toutes les complications liées
au PPC, mais aussi prise en charge nutritionnelle. Évidemment, 45% de patients en surpoids, il doit y avoir une prise en charge nutritionnelle, et ça me paraît indispensable. On ne va pas juste faire sauter des amygdales pour les ORL, augmenter les pressions chez les pneumologues et dire que tout va bien. Il y a d'autres choses, à mon avis, à éliminer. Par rapport au climat, donc on l'a vu, il y a peu finalement d'impact, tout se règle assez facilement, soit par des circuits chauffants, par des humidificateurs, enfin rien d'extraordinaire. Donc ça, du fait de la prévalence des autres problèmes, en tout cas au niveau des voies aériennes supérieures, l'ORL a évidemment tout son rôle à jouer. Du fait de la prévalence des allergies, du fait des polyposes nasales, etc., des déviations de cloison, et j'en passe. Et puis donc cette problématique des réseaux de soins, où aussi donc le médecin généraliste a toute sa place. Et à mon avis, c'est vraiment là-dessus qu'il faut insister. Alors je voulais insister, mais finalement je crois qu'il n'y en a qu'une. Donc j'insiste pour elle, et malheureusement elle va partir dans 1 an, donc je parle dans le vent. Donc j'espère que vous relayerez à vos collègues la prochaine fois. Voilà, merci de votre attention. Donc si vous avez éventuellement des questions, donc moi je me suis fait là le rapporteur de ce qui m'a été transmis. Donc évidemment, il n'y a pas de valeur de jugement, mais je pense que vraiment ici, il y a des techniciens qui travaillent très bien, qui ont une vraie expérience, qui sont vraiment locaux, donc il faut vraiment s'appuyer sur eux. Et c'est malheureusement eux qui font le lien entre les différents professionnels, et ça pourrait être amélioré aussi. Voilà.